Des mamans en sont sûres. Un médicament a empoisonné leurs enfants. La dépakine, un médicament efficace pour traiter l'épilepsie, mais dangereux pour le fœtus. Si j'avais su que pour mes enfants ça allait être néfaste, jamais j'aurais pris ce médicament. Malformation, troubles du développement, autisme. Aujourd'hui, ces mamans accusent pourquoi personne ne leur a rien dit. C'est ça le scandale. C'est qu'on n'a pas laissé la possibilité aux femmes de choisir si oui ou non, avec près de 30% de chances d'avoir un enfant handicapé, on souhaitait avoir un enfant ou pas. Ces risques sont pourtant connus depuis les années 80. Mais 20 ans plus tard, lorsque ces femmes sont enceintes, aucune trace dans les notices destinées au grand public. On dit de consulter le médecin. Donc et le médecin, est-ce qu'il est censé être au courant, lui? Oui, puisqu'il est marqué sur les notices scientifiques. On fait confiance à nos médecins, à nos neurologues. C'est à eux à nous faire passer aussi l'information. Donc, s'ils ne le font pas, qui le fera? Alors, qui est responsable? Aujourd'hui, des procès sont en cours en France et en Belgique. Madame, Monsieur, bienvenue dans Reporter. Elles s'appellent Stéphanie, Nathalie et Marine. Ces trois mamans ont au moins deux points communs. Avoir pris un antiépileptique appelé la dépakine pendant leur grossesse et ensuite avoir mis au monde des enfants parfois profondément handicapés. À l'époque, rien ni personne ne les aurait prévenus du danger. Aujourd'hui, elles savent que cette information était pourtant connue depuis longtemps. On a empoisonné nos enfants. C'est une enquête bouleversante d'Alain Dils avec Philippe Gaudin, Marc Malinus et Catherine Burton. Hop, on arrête. Là, on va aller manger, ma puce. C'est l'histoire de Charlotte. Elle est née il y a 10 ans avec de graves malformations. La fatalité, rien n'est moins sûr. Stéphanie, sa maman, est épileptique. Elle est persuadée que les handicaps de sa fille sont directement liés aux médicaments qu'elle prend pour se soigner. Des fois, on s'en veut d'avoir pris ce médicament-là, mais bon. On n'avait pas le choix et on ne savait pas de toute façon. Et pourtant, juste après, on vous a parlé de ce fameux syndrome du valproate de sodium. On nous en a parlé, oui, mais il était trop tard. Quand on l'a su, c'est quand on a vu que notre fille en était atteinte. Charlotte naît le 22 octobre 2002. Très vite, la joie de ses parents se transforme en cauchemar. La petite fille n'a pas d'avant-bras, elle est aveugle car elle a les yeux mal formés et la triste liste ne fait que s'allonger. Tous les jours qui passaient, au fur et à mesure des examens, on nous apprenait toujours des mauvaises nouvelles. Il y a un problème au cœur, il y a un problème d'audition. Tous les jours, c'était une mauvaise nouvelle. À la limite, quand la pédiatre venait me voir en chambre, puisque Charlotte était en néonate, j'avais presque envie de lui demander qu'est-ce qui ne va pas. C'était pas comment va la petite, c'était qu'est-ce qui ne va pas qu'on demandait à la limite. Vous avez les jambes coupées, quoi. On survit, on se dit, voilà, il faut assumer, il faut prendre ses responsabilités. Donc, voilà, depuis, on se bat. Juste après la naissance, un généticien va diagnostiquer chez Charlotte une intoxication au valproate. Le valproate, c'est la molécule active de la dépakine, le médicament que prend Stéphanie pour traiter son épilepsie depuis l'âge de 14 ans. À haute dose, 2 grammes par jour. Or jusque-là, la maman affirme que personne ne l'a mise en garde contre les dangers pour le bébé. Avant d'arrêter de prendre une contraception, je suis allée voir mon médecin traitant de l'époque. Je lui ai clairement posé la question, puisque à ce moment-là, la notice disait qu'en cas de souhait de grossesse, il fallait en parler à son médecin. Je suis allée voir mon médecin, il m'a dit pas de souci, félicitations, prends de l'acide folique et des vitamines. C'est tout ce qu'il m'a dit. En 2002, la notice du médicament préconise en effet en cas de grossesse de ne surtout pas interrompre le traitement et de consulter son médecin. Rien d'autre. Très vite, les parents de Charlotte vont pourtant découvrir que plusieurs études avaient démontré les effets tératogènes, c'est-à-dire nocifs pour le fœtus, depuis de nombreuses années. Après la naissance de Charlotte, on s'est renseigné sur le syndrome et on est directement tombé sur des articles parus dans les années 80, début des années 80,
Alors, ils se demandent pourquoi, 20 ans plus tard, personne, disent-ils, ne leur parle de ces risques. Ni le médecin traitant, ni le gynécologue, ni le neurologue. Lorsque Stéphanie tombe enceinte, le compendium médical qui reprend les notices scientifiques à destination des médecins est d'ailleurs beaucoup plus explicite que la notice destinée au grand public. Il convient d'administrer la dose journalière minimale, efficace et de la répartir en plusieurs prises. Une surveillance anténatale spécifique doit être mise en route pour déceler l'éventuelle survenue d'un syndrome malformatif. Donc en fait, quand on regarde déjà la différence entre la notice patient qui ne parle nullement de malformation et le compendium qui comprend 30 lignes, ben, il y a déjà une grande différence, quoi. 10 ans plus tard, nous avons retrouvé le généticien qui a posé le diagnostic pour Charlotte, avec cette question obsédante pour les parents. Depuis quand connaissait-on l'existence de ce syndrome, sachant que la dépakine a été mise sur le marché belge en 1970. On a eu un praticien qui a observé une série d'enfants qui présentaient le même profil de malformation et qui a décrit, je crois, en 1979, la première série d'enfants qui présentaient tantôt ce qu'on appelle une malfermeture du tube neural, c'est la spina bifida, des malformations des membres essentiellement, quelquefois une fente palatine, et donc avec, décrivait-il, déjà ils l'ont identifié au départ, des particularités morphologiques du visage. Donc là on est fin des années 70. Voilà, oui. Mais comme toujours en médecine, il y a d'abord une publication scientifique, qui est le point de départ, et puis au départ de cela, l'information diffuse, plus ou moins rapidement, et le public est souvent le dernier à en être informé. Là, encore une fois, inutile de commenter sur le fait que les intérêts financiers qui sous-tendent la diffusion d'un médicament peuvent, dans certains cas, aller à l'encontre des intérêts de santé publique. Dans les années 2000, un autre scientifique de renom s'intéresse de très près à la dépakine. Arsène Burny préside alors la commission de cancérologie du Fonds national de la recherche scientifique. Un peu par hasard, on découvre les propriétés antitumorales du valproate qui provoquent des changements d'expression de certains gènes. La piste sera finalement abandonnée dans la lutte contre le cancer, mais le scientifique est clair, il est exclu d'y exposer un enfant en développement. Il est clair qu'une molécule, aux concentrations auxquelles on administre cette molécule pour traiter l'épilepsie, eh bien à cette concentration-là, on modifie le niveau d'expression de toute une série de gènes. Donc on modifie profondément le programme de développement d'un enfant qui est en train de se développer dans le ventre de sa mère. Est-ce que ces effets tératogènes sont connus depuis longtemps? Depuis une vingtaine d'années, on le soupçonne. Depuis une dizaine d'années, on en est sûr. Alors, comment expliquer la lenteur avec laquelle l'information va se diffuser? Pour tenter d'en savoir plus, nous nous rendons à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, le gendarme du secteur. Ici, dans un premier temps, on nous affirme que les notices de la dépakine ont été modifiées dès les années 80. Les cas ont été rapportés début des années 80, et comme je l'ai noté ici dans le tableau qui est à votre disposition, la première mention dans les notices chez nous, c'est 84. En fait. Mention de malformation, rare cas de malformation du tube neural lors de l'administration, donc cette spina bifida. Et sur quelle notice? Notice de la dépakine belge en 84, première mention. Et qu'est-ce qu'on marque en 84? Rare cas de malformation du tube neural. Donc sur, la notice, pour le public belge et du public, oui, bien sûr. Et par la suite, la notice va encore être modifiée à plusieurs reprises. Elle est modifiée en 82, 84, 87, 92, 94, 98, en 98, en 2003, j'ai mis toutes les... et 2003 et 2008. Mais de quelle notice
parle-t-on exactement? Lorsque nous leur montrons celle qui était à la disposition des parents de Charlotte en 2002, revirement de situation. Sans vouloir vous embêter, est-ce que vous pouvez jeter un œil par exemple sur cette notice mise à jour en 2002 et voir ce qu'il est marqué concernant la grossesse? Cette notice est une notice belge? C'est une notice belge, oui, mise à jour en 2002. Oui, quand je vous parle de notice, et moi je crois qu'il faut le dire, de notice scientifique. Hein. Donc tout ce que j'ai dit ici, c'est la notice scientifique. Ça, c'est la notice pour le public. Donc, oui, mais je m'avais bien demandé si on parlait de la notice pour le public. Non, non, ici j'ai parlé de la notice scientifique. Donc en fait, tous les renseignements qui doivent être reconnus par le médecin, qui lui permettent d'avoir une conduite la plus appropriée. Et le public ne doit pas être informé Parce que là, on est en 2002, je ne vois nulle part trace de possibles malformations sur la notice. Hein. Ne doit pas être interrompu. Consultez votre médecin, l'expérience actuelle, qu'il n'y a pas d'inconvénient pour une mère. Ah oui, là on parle d'allaiter son bébé. On dit de consulter le médecin. Mais que faire si le médecin n'informe pas sa patiente? Comment être sûr d'ailleurs qu'il dispose bel et bien des dernières informations sur chaque médicament? Dans mon cabinet, moi je vérifie les notices. Évidemment, nous avons les folias, vous pouvez aller voir dans les folias pharmacotherapeutica s'il y a de l'information. Mais vous êtes censé quand même un peu aller voir les publications internationales à ce stade-ci, et certainement dans l'année 2001. Si vous ne faites pas ça, vous vous coupez quand même de beaucoup d'informations. Sachant, et c'est vrai, on peut le reconnaître, que les notices arrivent en retard par rapport aux faits. Le pauvre médecin qui court de 5 heures du matin à minuit, qui va d'une grippe à un mal d'estomac, une gastro-entérite, un accident de la route, etc., que voulez-vous qu'il lise tous les jours les milliers d'articles scientifiques qui se publient de par le monde? C'est totalement impossible. Des médecins qui n'auraient pas toujours le temps de s'informer et qui pourtant sont censés renseigner correctement leurs patients. Pour les parents de Charlotte, en tout cas, les choses sont claires. Jamais ils n'auraient pris le risque d'avoir un enfant polyhandicapé si quelqu'un les avait avertis. Le patient est tributaire du bon savoir ou du bon vouloir du médecin. En fait, si le médecin ne prend pas la peine de se renseigner sur ce médicament-là, mais le patient, en fait, il suit ce que son médecin lui demande de faire, donc c'est pas normal. Je trouve que c'est dommage parce que on fait confiance à nos médecins, à nos neurologues. C'est à eux à nous faire passer aussi l'information. Donc s'ils ne le font pas, qui le fera? Et si on vous avait dit que ce médicament risquait de provoquer ces malformations, qu'est-ce que vous auriez décidé? D'abord voir s'il n'y avait pas un autre traitement qui me permettrait d'avoir un autre enfant sans risque. Mais jamais vous n'auriez souhaité avoir Charlotte si on vous avait dit? Non. Non. Parce que c'est quand même fort lourd. Alors, qui est responsable? En 2007, ils ont décidé de déposer plainte contre la firme pharmaceutique, contre l'État belge, contre le neurologue, le gynécologue et le médecin traitant. Les médecins déjà, tous les trois indépendamment, je leur avais posé la question de savoir s'il n'y avait pas de problème en cas de grossesse sous dépakine. Tous les trois m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Concernant la firme, c'est quand même elle qui guide un peu, je suppose, pour les notices. La notice n'était vraiment pas claire pour le patient. La preuve qu'il y a, à mon avis, certainement d'autres cas que le nôtre, c'est qu'entre-temps, à force de faire du forcing, la notice a été remaniée et changée 2 fois. Car après la naissance de leur petite fille, ses parents vont multiplier les courriers avec les autorités de la santé. Celles-ci vont reconnaître que la notice destinée au public est incomplète et la faire modifier en 2003. Depuis, cette notice a encore été remaniée à plusieurs reprises. Aujourd'hui, elle contre-indique clairement le médicament en cas de grossesse. Outre le risque accru d'anomalies congénitales, elle mentionne aussi de possibles troubles du développement et des troubles liés à l'autisme. En fait, c'est scandaleux parce que si on regarde Charlotte à 10 ans, sur 10 ans de temps, ils passent d'une notice très lacunaire où ils mettent continuez, allez-y, continuez votre traitement en cas de grossesse. Et maintenant, ils contre-indiquent complètement la dépakine en cas de grossesse. Donc,
C'est d'ailleurs à la lecture d'une des dernières versions de cette notice que Nathalie Ramdank va, elle aussi, commencer à se poser beaucoup de questions. Elle prend de la dépakine depuis l'âge de 11 ans et elle a mis au monde 2 enfants souffrant de handicap. Les enfants nés d'une mère ayant pris des dépakine pendant sa grossesse peuvent présenter une inhibition du développement ou des troubles autistiques. Quand on a l'habitude de prendre un médicament, c'est vrai qu'on ne regarde plus les notices. Et donc, j'ai pris cette notice de 2011. Et là, je suis tombée des nues. Je me suis assise sur le bord de ma baignoire. J'avais la notice en main. Et il y avait ce passage où ils expliquaient clairement que ça pouvait engendrer des troubles du comportement et spectre autistique. Donc, la notice avait clairement changé. Et donc là, on a des sentiments de soulagement en disant « maintenant on sait » et en même temps de colère en disant ben, « le boulot n'a pas été fait ». Depuis quand ils le savent? Allez, vas-y. C'est ton chocolat chaud, il est déjà froid, tu sais. Non, non, il n'est pas froid. Non? Car pour son aîné, Robin, né en 1995, Nathalie n'a jamais réussi à avoir de diagnostic précis, sinon qu'il souffre de troubles apparentés à l'autisme. Et malheureusement, son handicap s'aggrave au fil des ans. En fait, Robin a commencé à régresser au niveau de son autonomie parce qu'il faut savoir qu'il était quand même assez autonome, il s'habillait tout seul, il se lavait tout seul, il mangeait tout seul, très rapidement. On se souvient de Robin, quand il était petit, il disait toujours « je cours, je cours, je cours ». Donc, maintenant, au niveau de la marche, il faut le tirer, il faut le booster tout le temps. Au niveau de... Voilà, il est en train de prendre son petit déjeuner, ça fait presque 2 heures qu'il est sur sa tartine. Si je ne suis pas à côté de lui en train de lui dire « mange, mange, mange », si je laisse, franchement, si je le laisse, il pourrait rester toute la journée sur son assiette. Le petit frère de Robin souffre, lui, de troubles du développement, plus légers il est vrai. Tout dépend aussi du dosage du médicament. À plus d'1 gramme, le risque est augmenté de 30%. Il faut savoir que pour Jérôme, quand je suis tombée enceinte, j'avais quand même que 2 fois 500 mg de dépakine. Et pour Robin, j'en avais 3 fois 500. Et donc, il est établi maintenant que, suivant le dosage que l'on prend pendant la grossesse, le handicap est plus ou moins grand. Aujourd'hui, Nathalie passe par les mêmes interrogations que les parents de Charlotte. Personne ne lui a parlé de ces risques. On a juste entendu parler de spina bifida, oui. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on surveille très fort. Moi, les 2 miens n'ont pas d'anomalie physique ou quoi que ce soit. Mais voilà, tout ce qui était retards mentaux, autisme, dysphasie, tout ça, rien du tout. Alors que ça existait déjà depuis assez longtemps. La problématique de l'épilepsie, il est vrai, est délicate, car elle doit être traitée. Et dans les années 90, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au valproate. Ça restera un bon médicament parce que bon, moi, il me protège. Mais si j'avais su que pour mes enfants, ça allait être néfaste, jamais j'aurais pris ce médicament. Alors jamais je n'aurais fait d'enfant, ou bien j'aurais pris une autre molécule, ou bien je serais restée alitée tout en prenant pas de médicaments. Je ne sais pas maintenant, mais en tout cas, ça aurait été hors de question, quoi. On ne prenait pas le risque. Avant de marquer une pause, cette statistique interpellante. Les effets secondaires des médicaments causeraient plus de morts que les accidents de voiture et les suicides réunis. Aujourd'hui, c'est face à la justice que les familles demandent des comptes. En Belgique, mais aussi en France, des expertises médicales sont en cours. Le combat est loin d'être évident. Allez, vas-y. Mets tes chaussures. Allez, tire. Fort. Allez. Allez. Voilà, super. Aujourd'hui, la maman de Robin songe elle aussi à entamer une action en justice. Elle voudrait surtout que le syndrome du valproate soit officiellement reconnu, afin entre autres de proposer un encadrement adapté à ceux qui en sont victimes. On pense à l'avenir de nos enfants, parce que ça, on parle de la maladie, de la différence qu'on assume au quotidien, mais après, quand nous,
on ne sera plus là, ou bien quand on vieillira, que vont-ils devenir? Parce que ça, tout est à faire aussi dans ce domaine-là. Sinon, je te mords la joue. En attendant, elle vit avec un grand bébé d'1,90 m et elle n'est pas tendre avec les firmes pharmaceutiques qui ne consacrent pas toujours la même énergie à déclarer les effets secondaires qu'à faire la promotion de leurs médicaments. Finalement, mettre des médicaments sur le marché, moi je trouve ça quelque part très bien parce que ça peut sauver énormément de monde, on peut faire évoluer le monde, on en a besoin des médicaments, mais à partir du moment où on a cette responsabilité-là, ce job-là, on le fait à fond, surtout quand on sait ce que ça génère comme finalement emploi et argent et tout ce qui est autour de ces sociétés. Je trouve que voilà, faire simplement son job correctement et parce qu'après je dis voilà, les conséquences, c'est pas eux qui les subissent, c'est nous. Car manifestement, certains effets secondaires parfois très graves ne sont connus du grand public que beaucoup trop tard. Psychiatre, membre du groupe de recherche et d'action pour la santé, Monique Debauche plaide pour que les patients puissent eux-mêmes rapporter les effets indésirables. La possibilité existe depuis septembre 2012 sur le site internet de l'Agence des médicaments, mais elle est encore trop peu utilisée. Les études ont montré que seuls 5%, globalement dans toute l'Europe et ailleurs, seuls 5% des effets indésirables sont effectivement déclarés par les médecins. Les médecins ont des fiches jaunes en Belgique à leur disposition pour rapporter, notifier les effets indésirables à l'Agence du médicament. Mais de nouveau, le temps n'y est pas, la compréhension du côté indispensable de cette pharmacovigilance n'est pas bien comprise, ni par les médecins, ni par les patients, et donc ça ne fonctionne pas, non. Et pourtant, les effets secondaires des médicaments, c'est une cause de mortalité importante. Oui, c'est 5% des admissions à l'hôpital, c'est la 5e cause de mortalité à l'hôpital et en dehors. C'est 18 000 morts en France par an. Je prends les statistiques de la France parce qu'elles viennent de sortir dans un journal. 18 000 morts, c'est plus que les accidents de voiture et les suicides réunis, c'est beaucoup. Donc il serait urgent d'améliorer tout ça. Il serait urgent non seulement d'améliorer, mais aussi de proposer un système qui partirait des patients eux-mêmes. On aurait beaucoup plus vite des informations sur les effets des médicaments, des nouveaux médicaments. On aurait des informations plus riches, beaucoup plus étayées, plus étoffées. En attendant, faut-il uniquement se fier aux informations fournies par les laboratoires pharmaceutiques? Dans le cas de la dépakine, la firme Sanofi, qui a longtemps bénéficié de l'exclusivité de la molécule, souligne que l'information à destination des professionnels a toujours été disponible. Pas d'interview, mais un bref communiqué. Quand la notice change, il y a un courrier qui arrive chez le médecin, mais il y a trop d'informations, c'est ingérable. Pour un médecin, c'est ingérable de se tenir au courant de toutes les modifications qui interviennent dans les notices de médicaments qu'il prescrit. Ça, je pense que c'est un leurre d'imaginer que le médecin peut suivre. Et donc si une firme dit nous, l'information à destination des médecins était disponible, quoi, c'est suffisant? C'est une ligne de défense, ça s'appelle. Mais non, ça n'est pas suffisant. Du côté de l'Agence fédérale des médicaments, on explique qu'il est prudent de réserver en priorité certaines informations aux professionnels par peur d'affoler les patients avec les effets secondaires. Ici, on affirme n'avoir eu aucune certitude sur la toxicité du valproate avant les années 2000, et tant pis pour les études antérieures. Nous, est-ce que c'est notre rôle de délivrer une information non certaine, voire fausse, qui va induire des comportements dangereux, avortement, arrêt du médicament? Là, je crois qu'on doit être très prudent. Je ne peux pas dire que ça explique dans ce cas-ci un retard d'information, mais je reste à penser que l'information des professionnels était la plus importante. Je crois que les gens, vous, moi, nous aimerions tous avoir un maximum d'informations sur les dangers que nous encourons et prendre nous-mêmes des décisions par rapport aux risques qu'on décide de prendre. Donc c'est pas normal que les notices scientifiques soient différentes des notices grand public? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je n'aimerais pas, moi, qu'il existe une information auquel je n'ai pas accès si je devais prendre un médicament.
De leur côté, les parents de Charlotte attendent toujours le résultat de l'action qu'ils ont intentée en justice en octobre 2007. Le tribunal a ordonné une expertise médicale en juillet 2008. Depuis, les choses n'ont guère avancé. On nous met des bâtons dans les roues. On a eu un jugement pour pouvoir bénéficier d'une expertise. Mais depuis 4 ans, il n'y a rien qui bouge en fait. On attend, on attend, on attend. Ici, quand on écoute les médecins au tribunal, par exemple, ah si, j'étais tout à fait au courant, ils m'avaient prévenu, mais j'ai quand même voulu foncer. Ça n'a pas de sens. Bon, je ne vois pas qui voudrait risquer d'avoir un enfant comme Charlotte. C'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer. Hein. Oui, tout à fait. Il faut savoir que de toute façon les médecins ne mangent pas vraiment entre eux. Donc les experts c'est des médecins aussi, donc on verra bien ce que ça donne. Et puis surtout ça prend beaucoup de temps. Du temps et de l'énergie. Et de l'argent. Aussi. Mais vous voulez aller jusqu'au bout? Oui. Il faut qu'on ait des réponses à nos questions. Sinon, de nous-mêmes, on n'avancera pas. On restera bloqué quelque part. Il y a des questions qu'on se pose, on n'a jamais eu de réponse. Et ça, il faut qu'on les ait. Mais ces réponses, les auront-ils un jour? Leur avocat doit bel et bien constater une certaine lenteur dans la procédure. C'est-à-dire que les réunions de médecins experts sont très souvent différées, sont fixées et annulées parfois le jour même pour raison de disponibilité. Nous sommes tout à fait impuissants par rapport à cela. C'est-à-dire que nous sommes liés au corps médical, aux conclusions médicales qui vont être adoptées. Et finalement, apporter la preuve de lacunes en 2002, en 2003, en 2004, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que cette expertise, je ne vais pas dire traîne, mais prend du temps. Sur le fond du dossier, les responsabilités semblent inextricablement liées. Et c'est pour cela que nous attaquons à de multiples niveaux la responsabilité. Nous ne voulons pas la mort d'un homme, d'un praticien. Ce qui ne va pas, c'est qu'à tous les stades, il n'y en a pas un qui n'est pas correct, il y a des incomplétudes, il y a des dysfonctionnements. On peut en tout cas dire que, de manière courante, la connaissance des médecins praticiens n'était pas nécessairement en correspondance avec les notices techniques, les notices médicales qui étaient à l'époque, ou telles qu'elles auraient dû être à l'époque. Donc ce défaut d'information, elle se trouve tant au niveau de la firme Sanofi, parce qu'au moment où on introduit, où on vend un produit, on est responsable du produit qu'on met sur le marché. Hein. En disant prenez contact avec votre médecin, mais finalement on s'abstrait tout à fait et totalement du jeu entre le patient et le médecin. Parce que c'est ce qui arrive dans le dossier finalement. Et c'est exactement ce qui arrive dans le dossier. On rejette la faute sur les médecins. Et le médecin alors doit lui-même, tout seul, isolé, tenter de se débattre comme un beau diable pour essayer de dire c'est pas moi, je n'ai rien fait, j'ai fait le mieux que j'ai pu, j'ai bien informé. La famille de Charlotte n'est pas la seule à se tourner vers la justice. En France, c'est aussi le cas des parents de Salomé et de Nathan, qui a 11 ans aujourd'hui. En mars dernier, une expertise médicale a également été ordonnée pour établir si les retards de développement du jeune garçon peuvent être liés à la dépakine. Marine, sa maman, en prend depuis l'adolescence. Mais lorsqu'elle tombe enceinte en 2001, personne n'évoque les dangers pour le bébé. On sait depuis les années 70 que les antiépileptiques ont des effets tératogènes importants et qu'aujourd'hui encore, une bonne partie des médecins en France et ailleurs dans le monde ne le savent pas, ne le disent pas aux femmes qui parlent d'un désir de grossesse ou qui sont enceintes. Donc effectivement, il y a un système qui fonctionne mal. Pourquoi, comment, nous on a engagé une procédure judiciaire et notre objectif c'est bien que ce soit la justice qui dise qui établissent les responsabilités, qui disent qui n'a pas fait son travail, mais il y a forcément des gens qui n'ont pas fait leur travail correctement. C'est évident. 30 ans, plus de 30 ans de massacre, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, vous êtes sûre et certaine que ça vient du médicament? Ah oui, j'ai pas le moindre doute, puisque déjà les documents scientifiques décrivent la pathologie de manière assez complète et que c'est tout à fait en lien avec ce qu'a Nathan, parce qu'un généticien, un pédiatre, un neuropédiatre
ont écrit noir sur blanc que c'était un syndrome du valproate. Donc aujourd'hui, j'ai pas de doute, malheureusement, sur la toxicité de ce produit, quoi. Aujourd'hui, par-delà même les frontières, les victimes tentent de se structurer. Les parents de Nathan sont venus du sud de la France rendre visite aux familles belges. En 2011, Marine et Florent ont décidé de créer une association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome. On nous a menti, on a empoisonné nos enfants. Qu'est-ce que je peux faire de ça, quoi? Je ne peux pas rester là, me taire. Et donc, grâce à Internet, on a réussi à diffuser un petit peu l'information. Au niveau régional, la presse s'est fait le relais de la création de notre association. Et ainsi, petit à petit, on a rencontré des familles, malheureusement chaque jour plus nombreuses. Et l'association a pris de l'ampleur. On a essayé d'aider par nos expériences. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en Belgique. Voilà, donc ça nous a amené très très loin parce que ça n'a pas de frontières, quoi. En France, plus de 100 familles se sont déjà manifestées. Dans l'Hexagone, les modifications de la notice sont intervenues encore plus tardivement qu'en Belgique. Face à la justice, les Martins poursuivent eux aussi leurs médecins et la firme pharmaceutique. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une information qui n'a pas circulé, que nécessairement le laboratoire a dû mettre en œuvre ce qu'il pouvait pour que cette information ne circule pas. La responsabilité des médecins, quelle est-elle? Ils ne savaient pas les choses, ils auraient dû le savoir. Est-ce qu'ils avaient les moyens de le savoir? Ça, c'est aussi à la justice, à mon avis, c'est pas à moi de le dire, c'est à la justice. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'est pas normal qu'on ne nous ait pas dit « Attention, vous risquez quelque chose ». C'est pas possible qu'on ne nous l'ait pas dit, alors qu'on a posé cette question. C'est ça le scandale. C'est qu'on n'a pas laissé la possibilité aux femmes de choisir si oui ou non, avec près de 30% de chances d'avoir un enfant handicapé, on souhaitait avoir un enfant ou pas. Surtout que dans mon cas, il y avait d'autres alternatives médicamenteuses. Voilà, on ne m'a pas proposé. Ces familles se demandent à présent à combien se chiffre le nombre de victimes. Une femme enceinte sur 150 est épileptique et beaucoup sont traités par la dépakine et c'est générique. Dans leur combat, les parents belges se sentent désormais un peu moins seuls. Ça permet d'échanger un petit peu nos situations, nos besoins, parce que certaines familles sont vraiment dans le désarroi. Et quand on a un enfant polyhandicapé ou autre, on vit un peu dans un monde différent et c'est vrai qu'on a tendance à s'isoler par rapport aux autres. Et ici, ça nous a permis quand même d'avoir un lien d'écoute, d'échange, d'expérience en fait. Hein. Donc vous y croyez encore? Oui, croire, oui. Oui, j'espère que la justice n'est pas sourde et aveugle comme Charlotte. Ce reportage clôture la saison de reporter, mais pas de panique. Dès vendredi prochain, vous pourrez découvrir une sélection variée de reportages diffusés cette année. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances. J'ai aussi une pensée toute particulière pour celle qui était ma plus fidèle téléspectatrice, ma maman. Merci de nous avoir suivis.